sur le bord du Saint-Laurent. Puis, papa, c'est l'amour, c'est sur le bord du Saint-Laurent. Il y avait trois jolies filles, il y avait trois jolies filles, il y avait trois jolies filles. C'est sur les bords du Saint-Laurent, aux limites de la forêt, un village indien où l'on rencontre toutes les fortunes d'une vie précaire. Fouillis des piquets, hasard des tentes, objets épars, petits travaux et grande oisiveté. Habitués au silence réfléchi par les mousses, les neiges et les forêts boréales, une tribu de nomades montagnais, chasseurs de caribous, que rien n'est venu corrompre dans ses aptitudes à vivre et à penser dans les termes de la chasse, rencontre parmi les paresses de l'été une invitation à l'école. Ah, pues, Comme shake sul quello antico che pucciano, per suaghe e piscina nomino qua non si può, Ah, pues. Ciao, ok. Ciao, ok. Oh, ok. Oh, mia, ok. Ni, ok. Ni. E io che mi sono anche camminato, Kakekiku, c'est le chant des premiers sons. Ma, mé, mi, mou. Les plus grands, d'une année à l'autre, ont oublié ce que les plus jeunes ne savent pas encore. Ta, ti, ti, tu. En sorte que tout ce petit monde chante la même chanson d'année en année, jusqu'au jour où les plus âgés, devenus à leur tour chasseurs de caribous, recherchent les occupations des sages et leur philosophie du bonheur. Les femmes montagnaises de tout temps ont été les mieux traitées parmi les femmes indiennes, mais elles n'en gardent pas moins une grande réserve. Et quand elles sont belles, ce qui n'est pas rare, elles ajoutent à leur charme les couleurs d'une extrême timidité. Suivant les usages anciens, jamais un montagnais ne se montre à l'intérieur de la réserve en compagnie de sa femme. Et en apparence, une fille reste une étrangère même à ses frères, même aux chasseurs qui songent à la demander pour épouse. Jours par an, la réserve de Saint-Augustin est entraînée dans un rythme nouveau parmi les chansons éphémères de l'école, puis retourne à ses silences prolongés. Cependant, à quelques 100 milles à l'ouest de Saint-Augustin, sur cette côte basse du Labrador québécois, face aux largesses du Golfe, un village a perdu son nom indien, Oloman Shibu, qui parlait de couleurs, et est devenu la romaine par assonance. Une autre famille montagnaise, nomade du Caribou, un matin sur ses rivages a trouvé un amas de planches déposées la veille par un grand navire. Ils connaissent bien déjà les valeurs du bois dont ils tirent tous les usages du feu.
le feu au cœur de la tente et des soirs qui devient l'objet des récits et des songes. Ils connaissent les jardins invraisemblables de la transhumance qui entourent de désordre et de précarité les tentes éparses. Ils connaissent les tentes lumineuses, pleines d'objets, d'immédiats et de travaux, et qui sont l'instrument de leurs partants indispensables. Mais ils ne savent pas qu'une maison entrave les propretés du soleil. Ils ne savent pas ce qu'ils risquent à briser les harmonies d'une existence tout entière vouée à la légèreté. Ils connaissent le canot et toutes ses significations aussi anciennes que la chasse et le monde, mais dans leur naïf désir d'habiter une de ces maisons, où ils vivront comme dans une tente, ils ne savent pas qu'ils oublieront les odeurs sauvages du lit de sapin dont ils tiraient certains rêves très anciens. Ils connaissent bien les souplesses de la tente qu'ils peuvent replier à chaque départ. Mais savent-ils qu'ils ne parviendront pas à mettre les maisons dans les canaux le jour des prochaines migrations? Car une civilisation montagnaise repose tout entière sur des façons de construire un canot et de remonter les rivières. Un canot dans leur langage, c'est beaucoup dire. Chaque été, les jeunes montagnais de la Romaine apprennent l'ABC de la pensée indienne dans le grand livre d'un canot bien fait. Un canot dans leur langage, c'est tout dire. Et les futurs chasseurs apprennent en le regardant construire le kakekiku de toute une vie parfaitement liée aux perfections d'un canot. Leur liberté de concevoir et de façonner, cependant, diminue. Même le canot n'est pas aussi parfaitement simple qu'autrefois. Et les montagnais doivent attendre du gouvernement et du gérant de la compagnie de la baie d'Hudson la toile qui a remplacé avantageusement l'écorce du bouleau. Dans leur geste de recevoir et leur attitude, on devine une soumission attentive. Tout se passe comme s'il leur suffisait d'invoquer un esprit des rivières et du canot pour que le squelette répandu au soleil qui dicte la forme
se rassemble de lui-même. Il ne faut pas chercher à deviner les secrètes harmonies de leurs calculs. Ces règles d'or pour lesquelles il n'est pas de formule, imagine le canot comme une pierre, fabrique le remous dans la rivière. Le montagnais, chasseur de caribous et constructeur de canots, connaît bien le bois des forêts boréales où un arbre centenaire ne pèse pas lourd. Il choisit avec soin le cèdre et le bouleau, l'un pour la souplesse et l'incorruptibilité, l'autre pour la force. D'abord grossièrement fendu à la hache, le bois devient ensuite la proie du couteau et de leur patience de sculpteur. Un village entier remplit la saison d'été en construisant une trentaine de canots pour les prochaines migrations, croyant qu'il pourra toujours y placer toutes ses richesses et toute sa famille. Dans le sable des savanes, les canots qu'il ne faut pas précipiter passent à mûrir autant de semaines que les bleuets et les chicoutés, comme s'il était lui-même une sorte de fruit du soleil. Allez voir ainsi travailler, allez voir amincir, affiner, polir. On pourrait croire qu'ils ne s'arrêteront pas à temps, que le bois ne saurait soutenir tant de légèreté si on ne savait que les os des oiseaux sont creux comme un chant de flûte. Parmi les réflexions et les paresses d'été, une odeur de rivière a parcouru le village. On pouvait voir qu'aucun des jeunes chasseurs ne semblait préoccupé par une construction. Et c'était comme de dire que l'esprit de l'eau ne leur viendra que lorsqu'ils auront longuement remonté toutes les rivières du pays dans les canaux construits par leur père. Une odeur de rivière entraînait tout un village, comme si le canot lui-même avait encore quelque chose à apprendre des rivières. Merveille qui échappe à nos yeux de leurs gestes rapides déjouant la matière de l'eau. Ils sont liés à leur canot et on dirait qu'ils forment avec lui une créature différente, un peu goéland et plus encore dauphin. Parfois ne dirait-on pas que le canot lui-même donne un coup de queue pour compléter l'élan. Il faudrait observer longtemps l'aviron pour exprimer ses charmes et secrètes magies, pour dire seulement jusqu'à quel point il échappe comme la beauté aux définitions. Dans cette liturgie immuable, les enfants des montagnais apprennent à vivre en harmonie avec les paysages et ses mystères, et c'est, semble-t-il, une sorte d'invitation à la joie des moissons.
Domenino tate. Ceux qui savent coucher d'une étoile à l'autre ont inventé une science du minimum et du maximum. Le même campement dure un jour ou une semaine pour faciliter les départs. Dans leur sac, un peu de farine, de la poudre à pâte, du thé, du sucre et de la graisse pour faciliter les départs. Mais de la truite à l'occasion. Pas de réserve, mais les hasards. Pas d'habitation permanente puisque l'espace seul suffit à les nourrir. Juste assez de bois pour le feu du jour. Ils campent au pied des départs. Mais de la truite. Une poignée de sel sur la chair rouge. Le bâton planté dans la tourbe en guise de broche. La truite inclinée sur la braise. Et un grand jour qui dispose du soleil. Il n'existe pas de meilleure cuisine que ce grand silence de sapin, tournant la broche oblique avec le geste gracieux de celui qui cherche, la main devant le visage, à se protéger de la chaleur des tisons. Les truites échangent des couleurs avec le feu. La peau sèche, boursoufle, éclate, et les saveurs cherchent les protections de la chair. Les Indiens échangent en fumant les dires du feu, un feu près d'une rivière aussi ancienne que les canaux. Et les enfants des montagnais apprennent le feu de joie de la pêche dans la saison des rivières où ils retrouveront insensiblement les antiques inspirations du canot. Après 3 ou 4 jours de cette pêche joyeuse dans les eaux de la rivière Coucouchou, l'équipage burlesque, monté sur une chaloupe trépidante, remorque ses canots et poursuit les animaux du retour. Tout ce qui bouge les intéresse.
นี่เราจะมากินเอาโน้ตยังมาเลยนี่เนาะเนี่ยIls retrouveront au village les canaux qui attendent patiemment qu'on les termine. Mais rien ne presse. Comme si le temps, le soleil et la méditation ajoutaient une perfection à la pensée des canaux. Comme s'il ne convenait pas que les canaux soient prêts avant la grande fête du 15 août, qui est une procession à l'honneur de la Vierge et des migrations. Un sens de la grandeur et même de l'éloquence préside à tout ce déroulement. Une mise en scène géniale qu'ils ont eux-mêmes élaborée pour ce grand pardon à la mode de Bretagne. Il s'agit seulement de produire par la réunion, le chant et le rythme sacré une extase où l'Indien se repose de vivre parmi les rudesses de ces pays où fleurissent le silence et l'hiver. Et un curé qui ne se trompe pas de liturgie laisse par discrétion le tambour lointain du vieux rêve convier à la fête toutes les bêtes et les esprits de la forêt. À ce point où les mystères se rencontrent, et peut-être aussi qu'ils se rejoignent, la chasse fait valoir ses droits sur l'âme montagnaise. Et les Indiens apportent les symboles des silences polaires, les chandelles, le sel, l'eau, les fusils, en sorte que cette Vierge de la fête assiste à une antique cérémonie des départs. Et le grand objet de l'été, le grand objet des migrations, le canot, comme une victime vivante, vient ajouter à ce pardon à la mode des Saintes Maries de la mer un sens des destins de la chasse. Le 15 août, ce jour de la bénédiction des chandelles, des fusils, du sel et des canots, c'est la veille du départ pour la grande école de la chasse, de la forêt et de l'hiver. Demain, tous les chasseurs de caribous partiront à la rencontre de l'étoile polaire, avec leurs tentes et leurs familles et leurs chiens et quelques objets bénis, sur la bête fringante d'un canot bien fait en forme de poème.
Pourtant, les départs aussi ont changé. Un avion vient chercher les petits Indiens pour les amener dans un pensionnat des 7 îles. Chaque réserve au lendemain d'une bénédiction des canaux s'empresse au bord de la mer pour assister au départ de ses enfants, distraits de l'école séculaire de la transhumance. Dans quelques jours, les canaux partiront à leur tour, plus légers d'autant. Et les petits des Montagnais dans un grand couvent des 7 îles, bien au chaud, bien douillet, manqueront les classes du grand lac Mousquaro, où le caribou et l'hiver ont depuis toujours forgé le cœur et le courage et les sagesses des Montagnais d'Oloman Chibou. C'est l'amour, c'est l'amour. Au pays de Neuve-France, pays des goélands, des loups marins, des gibards, des dauphins blancs, des îles merveilleuses, des glaces flottantes et des hommes, qui se trouvent en travers du fleuve entre Québec et Blanc-Sablon, et y compris marais, récifs, archipels battus, sablons et mirages. C'est sur le bord du Saint-Laurent, pipe, c'est l'amour, c'est l'amour. C'est sur le bord du Saint-Laurent, il y avait 3 jolies filles. Il y avait 3 jolies filles, il y avait 3 jolies filles. La pipe, c'est l'amour, c'est l'amour. Ta la 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 la.